Bonjour les amis, alors aujourd'hui 3 thèmes dans ce plaidoyer d'un monde meilleur. À nouveau, je prolonge un petit peu le thème du pacifisme, de la clairvoyance et également de la prévention et de la protection de nos richesses. On passe tout de suite à la lecture et je vous ai invité déjà depuis les premières séquences de lecture à vous exprimer, à partager vos opinions. Je ne sais pas si je parle dans le vide, mais j'attends vos commentaires le jour où nous nous connecterons ensemble. Je pense que un pensée de courant positif ne peut faire que le plus grand bien à notre monde un petit peu... C'est un euphémisme vraiment malade. Mais il y a toujours des hommes qui sont vraiment des hommes et qui sont prêts à tout pour le défendre, et vous en faites partie, j'en suis sûre. Si le monde était pacifique, les armées pourraient être désarmées par des actes humanistes. Les hommes savent-ils pourquoi ils font la guerre? Légitimement pour obéir à leur chef et servir leur pays. Arrêter la violence, protéger des populations et des frontières. Libérer, faire la paix. Pourtant, comment fait-on la guerre? En tuant, annexant, empoisonnant, jetant des bombes, en brûlant, torturant, aliénant, conquérant. Tout cela explique-t-il les vraies causes des guerres incessantes qui caractérisent la vie humaine depuis son existence? La vie est trop courte pour passer son temps à haïr son prochain. On a le droit de ne pas être d'accord, mais est-ce que cela doit être réglé par le feu? Ceci n'est pas un procès contre les armées, mais résolument contre la guerre. On pourrait attendre de l'évolution de nos civilisations qu'elles aient permis à beaucoup de conflits d'être réglés par la diplomatie. En disant ça, je suis en pleine lecture d'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu, Au nom de tous les miens, de Martin Gray. Un journaliste. Et Martin Gray, qui est décédé en 2016, il était né en 1922, un juif polonais de Varsovie. Il a absolument tout vécu. Comme il dit, ce livre est né dans les flammes, ce livre de la tragédie. Mais il est animé par la passion de survivre, de vaincre et de se venger, de continuer malgré la mort à donner la vie. C'est une parenthèse, mais lisez cela en ce moment. La flamme de cet homme, eh bien, c'est une inspiration pour l'éternité. Si le monde était clairvoyant, il attacherait plus d'importance à éclairer le sens des choses de la vie qu'à la perfection des apparences. On entend souvent dire « les apparences sont trompeuses, l'habit ne fait pas le moine ». On lui donnerait le bon Dieu sans confession. Ah, t'as vu la tête qu'il a? Ces expressions populaires sont loin d'être dénuées de sens. Avec l'arrivée au pouvoir il y a quelque temps de Nicolas Sarkozy et le mariage de ce dernier avec Carla Bruni, on a assisté à beaucoup de débats sur la légitimité d'un tel changement d'image pour un chef de l'État. Vous pensez bien à un ex-top modèle avec un président. Le nombre de sketchs et d'allusions humoristiques à sa Rolex n'a pas caché le fait qu'étaler son côté glamour ne convenait pas à l'investiture politique. Dans d'autres domaines, cet étalage ne dérange pas plus que ça. Paris Hilton ou Victoria Beckham en sont les exemples types. Les apparences font étiqueter le monde, les hommes et les choses. Fils à papa, gosse de riche, pauvre plouc, coin paumé, concert nul, costard cravate. La liste des expressions vivaces est longue. Et si c'était l'effet miroir qui nous faisait réagir en bloc à une personne ou à une situation? Si c'était le reflet de nos interrogations et de nos peurs qui justifiait notre réaction négative ou ironique? Comme par hasard, en situation de catastrophe naturelle ou d'accident, tout le monde fait fi de son statut pour ne faire qu'un et s'en sortir. C'est peut-être le pauvre plouc qui sauvera la vie du costard cravate. Car dans cette situation, chacun est recentré sur le sens de sa vie et le sens de la vie.
Si le monde était prévenant, il serait forcément écologique et défenseur des richesses de la planète. En 50 ans, on a pillé les ressources de la Terre plus que dans tous les siècles précédents. La prise de conscience collective est enclenchée, mais le partage des responsabilités est devenu une urgence face à l'accélération de la détérioration des éléments fondamentaux du climat. Les gouvernements savent qu'ils doivent définitivement mettre en œuvre des actions visant à partager les richesses dans un écosystème équilibrant et équilibré. Il aura fallu attendre bien longtemps pour que les constructeurs mettent sur le marché des véhicules électriques non polluants et que l'on voit fleurir des sites de covoiturage. Les éoliennes déclenchent encore des hostilités. Nous avons des progrès à faire quand on regarde vers les pays nordiques et que l'on voit des zones d'habitation urbaine complètement aménagées par des énergies renouvelables. Le mot sonne juste, nous avons besoin de nous renouveler. L'espèce en voie de disparition, avant même les éléphants et les baleines, c'est peut-être l'homme. Le film 2012 nous donne une bonne illustration de ce que pourrait être la fin du monde, même si c'est une fiction. Le sommet de Copenhague, Al Gore, Yann Arthus Bertrand sont quant à eux bien ancrés dans la réalité et contribuent activement à informer les humains sur l'état de notre planète. Nicolas Vanier, grand explorateur depuis 30 ans, a fait une expédition de 6 mois en 2013, de la Chine à la Russie en passant par la Mongolie. Il a témoigné de la détérioration visible de notre écosystème. Il a clairement dit que nos gouvernements ne prennent pas du tout la protection de la planète au sérieux, dans la mesure où aucune décision planétaire n'est prise à ce sujet, laissant à leurs enfants et leurs petits-enfants l'héritage d'un écosystème en perdition. Les sommets écologiques qui se succèdent, ne générant pas l'adhésion de tous, se soldent par des mesures tièdes en demi-teinte, avec des quotas toujours en dessous de ce qui serait salvateur pour la planète. Il est de plus en plus évoqué par des scientifiques indépendants que l'on ne peut pas affirmer qu'il sera toujours possible pour l'homme de continuer à vivre sur la planète à la fin du XXIe siècle, dans la mesure où la température de la planète aura forcément augmenté de quelques degrés. Il semblerait que les intérêts commerciaux à court terme occultent ces éléments alarmants à moyen terme. Ce manque de gratitude vis-à-vis de notre terre nourricière n'est pas partagé par les tribus primitives qui assurent leur survie au quotidien avec des besoins rudimentaires sans impact néfaste sur la planète. Or, la pérennité de ces tribus est elle-même menacée face aux intrusions incessantes dans leur mode de vie ancestral par des exploitations commerciales à grande échelle et le modernisme exacerbé, décimant non seulement l'habitat de ces populations, mais détruisant leur culture collective. Cela arrive aux quatre coins du monde. Jérôme Pasteur, une écrivaine française qui a vécu dans une tribu amazonienne, s'en est fait l'ambassadrice. Grâce à elle, le chef de cette tribu est venu témoigner en France sur plusieurs plateaux télévision. À l'autre bout du monde, le déracinement des aborigènes dans des parcs a entraîné des problèmes endémiques d'alcoolisme, de drogue, de délinquance. Les documentaires sur les réserves indiennes aux États-Unis nous font oublier les beaux Indiens comme Geronimo et Cochise, avec leurs bandeaux à plumes galopant sur des chevaux sauvages en toute liberté. Les progrès matériels et l'ère du consumérisme semblent nous avoir détachés du lien avec notre terre-mère. Un pays en voie de développement comme la Chine, qui avait un mode de vie ancestral il y a quelques années, exprime clairement le fait que les pays développés en ont bien profité et que maintenant c'est à son tour de le faire. Sciemment, on traque les baleines et les requins, on extermine les éléphants, on surpêche les poissons. Et pourtant, que fera l'homme quand ses ressources auront disparu? Est-ce qu'un grand-père pourra dignement dire à ses petits-enfants en lui faisant la lecture d'un livre sur les animaux sauvages, « Tu vois, en 1960, il y avait 273 millions d'éléphants en Afrique. En 2010, il en restait 420 000. 25 000 ont été tués en 2011, sans doute près de 30 000 en 2012. 62% des éléphants ont été abattus pour leur ivoire au cours des 10 dernières années. Oui, est-ce qu'on pourra se regarder en face si on continue comme ça à mettre le feu aux poudres?
Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. On continuera ce plaidoyer pour un monde meilleur la prochaine fois. Je vous souhaite une excellente semaine. Et j'attends avec impatience vos commentaires. Merci d'aimer cette vidéo, de la partager. Allez, on sème les graines de la positivité et de la foi en l'homme malgré tout. Au revoir les amis.